Aujourd'hui, je vais vous parler du Definition of Done. Alors, qu'est-ce que c'est le Definition of Done? Alors, vous verrez dans la littérature parfois appelé le DOD. Dans un projet Scrum, on a d'un côté le Product Owner et d'un côté l'équipe Scrum. On a besoin de pouvoir échanger entre ces deux entités et vont se poser la question de la bonne coordination et du même niveau d'exigence et d'information entre ces deux entités. D'un côté, le product owner, le ou la product owner, hein, va produire produire une demande qui pourrait être par exemple des user stories, des critères d'acceptation. Et l'équipe Scrum va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir commencer sa production et ses tests. C'est ce qu'on appelle le DOR, le Definition of Ready. On fera aussi une vidéo sur le sujet. Et l'équipe Scrum, quant à elle, doit savoir ce que le PO, le Product Owner, attend d'elle. Donc c'est pas simplement produire un code source, c'est faire des tests, c'est que le produit, l'incrément soit livrable en prod. Donc ce sont tous les paramètres qu'attendent le PO en termes de produit fini. Souvent d'ailleurs on appelle ça en français, genre je crois le produit fini ou quelque chose comme ça. Alors, les grands classiques, si même en allant au-delà de cette théorie, si vous gérez des projets, vous avez posé la célèbre question petit chef, vous allez voir votre équipe de dev, alors c'est prêt? Oui, oui, c'est prêt. Mais en vérité, c'est prêt à 80%, 90%, 99%. C'est jamais vraiment prêt parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce que c'était qu'être prêt. Et vous revenez 3 jours après, vous voyez votre dev en train de travailler sur une feature. Ça veut dire, oui, mais en vérité, j'ai besoin de ça pour pouvoir intégrer en prod. Donc on voit bien qu'il y a une mésentente même déjà au sein de l'équipe de dev. Alors vous imaginez lorsqu'on va transmettre le produit auprès du product owner. Alors pour moi, le DoD, ça pourrait se résumer à une simple question, hein. Est-ce que ça peut sortir en prod demain? Et maintenant, c'est la question que j'ai tendance à poser à mes équipes de développement. Parce que souvent, il y a une mésentente sur ce qu'on entend par finaliser, c'est est-ce que demain tu peux me le mettre en prod? Si c'est non, c'est que c'est pas le definition of done. Alors on va creuser un petit peu plus parce que c'est quand même beaucoup plus riche que ça, bien sûr, hein. Alors justement, c'est quoi le definition of done? Eh bien, c'est, pour moi en tout cas, c'est maximiser la valeur des livrables finalisés et exploitables. Donc c'est sur un sprint donné, pouvoir maximiser le nombre d'éléments qu'on pourra livrer en production. Alors ça a un lien assez intéressant avec le burden chart, on fera une vidéo sur le sujet et voir justement en quoi le DoD peut aider à avoir un burden chart de bonne qualité et comment est-ce qu'on peut faire un très mauvais burden chart et se planter dans les estimations. Alors là je vais vous présenter ma checklist DoD, c'est on va dire c'est la lettre au Père Noël, c'est la checklist idéale et on va voir élément par élément le détail et la réalité des choses. Alors cette checklist, vous pouvez la retrouver sur mon Drive, donc vous pouvez la télécharger, la partager, modifier, l'imprimer et la commenter, n'hésitez pas à faire des commentaires dessus. Alors, ma checklist DoD. Pour moi, pour qu'une user story, alors attention, c'est dans le monde idéal ça. Je vous assure que dans la réalité, souvent on est très loin des choses malheureusement. Pour plein de raisons, et on verra pourquoi. Le développement est finalisé à 100%, ça paraît être une évidence, mais le grand classique, les tâches d'exploitation sont écrites et finalisées à 100%. Ça, combien de fois j'ai vécu la chose. Le dev est prêt, mais alors pour mettre en prod, oui, mais non, je ne peux pas parce que. Les tests unitaires doivent être réalisés à 100%. Alors 100%, 100% de la couverture de test acceptable. La code review doit être réalisée à 100%, idem pour la test review. La couverture de test doit avoir augmenté, évidemment, puisque on a fait des tests unitaires pour des nouvelles features, donc on doit avoir une couverture de test supérieure. La dette technique devrait avoir baisé. L'intégration continue ne devrait pas planter, ça paraît évident. La doc technique est rédigée à 100% et elle est publiée. Alors publiée ou publiable, parce que on peut parfois attendre une mise en prod, mais au moins publiée en pré-prod. Idem pour la doc métier. Les tests de recettes sont faits, le livrable est en pré-prod et il y a une validation du PM ou du PO. Alors, élément par élément, on va voir ce que ça donne justement. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire? Évidemment, au départ, non. Ça, c'est vraiment pour une équipe qui a poussé déjà très loin le DoD. Mais l'idéal, c'est d'avancer pour pouvoir tendre vers l'excellence. Alors, les devs réalisés à 100%.
Scrum, en tout cas, on ne doit jamais sacrifier sur les délais. Il faut tenir le sprint. La date de sprint n'est pas modifiable. Parce que sinon, il y a toujours une excuse pour pouvoir déborder d'un jour, une semaine. Il faut se tenir au sprint. Pardon. Il ne faut jamais sacrifier sur la qualité. Pourquoi? Parce qu'on le paiera plus cher après. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les méthodes agiles? C'est justement parce qu'on a des problèmes de qualité. Le but, c'est de livrer des produits de qualité. Donc, on ne va pas commencer à renier sur la qualité. Alors, il y a le célèbre délai qualité-coût en projet classique. Et bien en Scrum, on est sur du délai qualité-fonctionnalité. Donc, on va négocier sur les fonctionnalités. On va tenir les délais, on va tenir la qualité, mais on va faire varier la fonctionnalité. Et pour ça, il faut connaître il faut connaître l'objectif du sprint, parce que comment est-ce qu'on peut transiger ou pas sur une user story, sur la périmétrie d'une features, si on ne sait pas quel est l'objectif principal d'un sprint? Donc ça, c'est le travail du PO, c'est de définir l'objectif du sprint qui permet justement, lorsqu'il y a un problème de dépassement, de pouvoir savoir ce qui peut être supprimé ou allégé. Alors l'objectif du sprint, pour moi, c'est aussi un autre avantage, qui n'est pas du DoD, mais c'est la cohérence produit. Cohérence parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas du code, on fait des produits, le code n'est qu'une conséquence. Et ce produit, il a des visées marketing, commercial, communication, alors communication externe, mais aussi communication interne. Service de hotline, service de communication qui est à l'externe, revendeur, intégrateur, partenaire, etc., etc. Donc un sprint qui est simplement un assemblage de user story, c'est pas un produit, ça, c'est prendre un nombre de user points, remplir le sprint et voir qu'on n'a plus de place et qu'on est arrivé à zéro. Non, un sprint, ça doit répondre à une cohérence produit. Donc ça, on verra, je pense, d'autres vidéos sur le marketing produit plus tard. Les tâches d'exploitation, alors là aussi, c'est un grand classique, hein. Oui, le dev est fini, l'équipe vous garantit que tout est bon, et lorsqu'on veut livrer en prod, on vous dit que oui, mais tout compte fait, il manque le script init de la base, il manque à ceci, il manque cela, on n'est pas prêt. Pour moi, une user story, quand elle est finalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être mis en prod demain. Les tests unitaires, alors oui, 100% de tests unitaires, bon ça c'est toujours le débat classique. Non, en tout cas, il faut tendre vers une couverture de test le plus acceptable possible. Alors, sauf si, évidemment, par exemple, on prend l'exemple, on veut faire une maquette jetable, et une maquette, j'ai bien jetable, qu'on ne gardera pas, on pourrait se permettre d'avoir 0 test unitaire. Mais une maquette, c'est pas un produit, c'est une maquette. Le code review et la test review à 100%. Alors là, plusieurs stratégies possibles. C'est un choix aussi par rapport à l'impact de qualité qu'on veut se donner sur la user story. On voit bien qu'entre un paiement bancaire et un module marketing qu'on va utiliser pour un one-shot et qu'on va jeter après, la qualité qu'on va investir dans un source n'est pas la même, évidemment. Donc déjà, 100%, ça dépend de la visée de ce qu'on va produire. Il y a des méthodes aussi qui sont assez intéressantes. Par exemple, certaines entreprises ou certains groupes travaillent en pull request. Donc, on ne peut pas committer directement sur le remote, tout doit passer par de la validation. Moi, je suis moyennement fan. Alors, je n'ai jamais utilisé le pull request de cette manière en entreprise, mais ce qui m'embête un peu, c'est que le feedback est déjà trop tard. La feature est déjà codée. Je suis plus fan du pair programming qui permet d'avoir un feedback tout de suite et une montée en compétences et un partage de la connaissance entre développeurs et développeuses. Et toujours le cas, évidemment, c'est une maquette jetable. Le code review peut passer à la poubelle parce que le but, c'est d'aller vite. La couverture de tests en augmentation, évidemment, puisque moins on fait de tests, plus les effets de bord vont augmenter de manière non linéaire, et plus ça va devenir difficile de faire maintenir un logiciel. Et on peut se retrouver avec le célèbre, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et ça, si quelqu'un l'a jamais vécu, qu'il me le dise, hein. La dette technique, évidemment, baisser la dette technique. Donc, pour moi, une des façons que moi j'applique, c'est à chaque nouvelle user story, l'idéal, dans un monde idéal, d'abord on commence par un refactoring, donc on adapte par rapport aux nouveautés à venir, on renforce la qualité, on commit, et après on dev, on commit, on dev, on commit, etc., etc. Mais le premier commit, ça doit être une phase de refactoring, c'est pas négociable. Un commit qui est isoprod, mais qui prend en compte le refactoring. L'intégration continue. Alors évidemment, l'intégration continue on ne peut pas livrer quelque chose si l'intégration continue ne fonctionne pas. Ça, la question ne se pose même pas, je pense.
Donc pour moi, deux stratégies possibles, si franchement il faut vraiment quand même livrer, soit on corrige, alors parfois on a des problèmes de délai, soit on sort carrément la user story, voire toute une feature du sprint, parce qu'il vaut mieux livrer peu mais quelque chose qui fonctionne, plutôt que quelque chose qui risque de nous exploser au visage en production. Toujours la qualité prime. La doc technique écrite à 100% et publiée, oui, ça paraît évident, mais souvent c'est un peu l'enfant pauvre quand même, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que les devs aiment pas documenter, pour plein de raisons. Alors pour moi, il y a deux types de doc techniques. Il y a la doc générée. Il faut au maximum générer de la doc. Par exemple, en Java, il y a la Java doc qui permet de générer énormément de choses au niveau des API. En ce moment, je suis en train de jouer un petit peu avec Swagger, par exemple, pour les web services. C'est pas mal aussi. Ça permet de générer absolument toutes mes API. C'est génial. Et pour la doc non générée, moi je passe par un wiki parce qu'on est des développeurs, donc on préférerait mourir qu'utiliser Word. Voilà, ça c'est ma vision, moi je suis anti-pack office, voilà. Surtout pour la doc technique. Pourquoi le wiki? Parce que le wiki, moi j'ai une documentation qui est versionnée, j'ai une documentation qui est accessible sur n'importe quel environnement, parce que c'est du web, donc Windows, Linux, macOS, etc. Je peux taguer mes pages, alors moi j'utilise beaucoup les tags, j'utilise DocuWiki avec un plugin de tag. Par exemple, certaines pages, je vais taguer web service, donc par un simple tag, je pourrais savoir exactement toutes mes fonctionnalités qui font appel au web service. CSV, RGPD. Dès que j'ai du RGPD sur une user story, je tag ma page en RGPD. Je tag avec les versions, je tag avec les sprints, je tag avec le nom de la feature. Voilà, donc moi j'utilise énormément les tags pour ma documentation. Et aussi, il y a un moteur de recherche. Et ça, Word n'offre pas toute cette qualité. Puis bon, on est des développeurs, on ne va pas utiliser Word. Alors, un dilemme aussi sur la doc technique. On a une doc technique qui existe déjà, une nouvelle feature arrive, une nouvelle user story. Est-ce qu'il vaut mieux documenter techniquement la user story, la features, et faire avoir une somme de documentation technique, ou est-ce qu'il vaut mieux agréger cette nouvelle information, cette nouvelle documentation technique dans la documentation technique déjà existante? Les deux ont des avantages et des inconvénients. Si j'ai besoin d'avoir une vision purement liée à une feature dans une user story, si je l'agrège dans ma doc technique, je ne vais pas avoir une vision très claire. Par contre, si à un moment je vais avoir besoin d'avoir une photo à un instant donné de ma documentation technique, si j'ai une somme de doc techniques qui est liée features par feature, j'aurai pas cette photo-là, j'aurai pas d'unicité de modèle, j'aurai pas d'unicité de mes algos, j'aurai rien. Alors moi j'aurais tendance à dire l'idéal c'est de faire les deux, mais ça prend forcément du temps. Là-dessus, bon, je ne suis pas encore à 100%, j'ai pas une vision à 100% sûre de ce que j'aimerais faire à l'avenir. Dans l'absolu, les deux, mais après, il y a aussi les contraintes de temps, évidemment, donc je suis encore en réflexion sur le domaine. Alors la doc métier, pareil, 100% écrite et publiée, une doc versionnée, ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas, parce que, par exemple, on utilise des fichiers Word, et puis on écrit par-dessus, et puis on n'a pas une doc par version de logiciel, donc quand on se pose une question sur le fonctionnel, sur une version donnée, on ne l'a pas. Donc au minimum quand même, eh bien, on fait un fichier Word, si on en est à Word, par version de l'application. Alors l'idéal, un système de publication, donc quelque chose qui serait lié au web, qui permettrait de gérer les fax, etc. Mais pour l'instant, personnellement, j'ai peu de retours sur le sujet parce qu'à chaque fois, j'ai jamais eu le temps de m'intéresser à l'industrialisation de la doc métier, malheureusement. Donc à chaque fois, ça a été du Word, où on recopiait le Word version par version pour le faire évoluer. Donc on gardait toujours une version de la doc par version du logiciel, mais on n'allait pas plus loin. Donc je suis très très preneur là-dessus de vos retours parce que mes retours d'expérience là-dessus sont assez légers. Les tests de recettes, alors une question souvent qu'on se pose entre les critères d'acceptation et les plans de test, quelle est la différence? Les critères d'acceptation, c'est le travail du PO, de poser les différents éléments, et après, la qualité va écrire et dérouler tous les plans de test. Voilà. Donc là-dessus, on fera peut-être aussi une petite vidéo sur la différence entre PO et qualité au niveau des tests. Alors, oui, évidemment, il faut pousser en pré-prod, il faut avoir un environnement où on a poussé toutes les nouvelles features, toutes les nouveaux user stories, excusez-moi, du sprint. Donc, passage en pré-prod. Parce que finalement, si ça peut passer en prod demain, il faut qu'on ait au moins une validation que ça peut passer en pré-prod. Mais bien, pour moi, l'espèce d'assertion pour cela, c'est de pouvoir passer facilement en pré-prod. Et si on se rappelle le Joel test, est-ce que vous pouvez builder en une étape? Est-ce que vous avez des builds journaliers?
Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, le dual test a un peu dépassé maintenant parce que mettre en prod, c'est pas simplement forcément faire du build, ça peut aller quand même un peu plus loin. Surtout maintenant avec le cloud, bon, le test est un peu dépassé, mais l'esprit est là. En tout cas, il faut pouvoir pousser en test, en pré-prod, en prod, sur toutes les targets, en un clic de souris ou en un lancement de script. Si on n'a pas ça, eh bien, on teste pas assez, on publie pas assez, et quand on met en prod, c'est l'échec. En tout cas, ça peut faire mal. Et la dernière étape, ça paraît évident, mais il faut que le PO valide la user story. Et bah, parfois, c'est pas validé. Donc, en tout cas, si cette étape est passée, ça peut passer en prod demain, ou à tout moment. Dans la réalité, malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à remplir toute cette checklist? Eh bien, surtout pas en voulant tout faire en même temps, sinon, bah, c'est sûr, on va dans le mur. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas du DoD, mais qui est lié à la qualité. Dans une précédente expérience, on avait déployé Sonar, et très confiant en nous, on avait activé tous les plugins Sonar, tous les indicateurs Sonar. Eh bien, c'était rouge de partout. Donc après, on a ravalé un peu notre fierté, on a enlevé tous les indicateurs, on a mis un indicateur en place, on a refactorisé notre code pour pouvoir enlever tout ce qui était rouge dans Sonar, et après on a rajouté un deuxième indicateur, on a refactorisé, etc., etc. Ça a pris du temps, mais en tout cas, on a réussi à avoir un code source de très grande qualité, mais on a pris les indicateurs Sonar les uns après les autres. Eh bien, je pense qu'il faut faire pareil avec le DoD, s'attaquer à un élément après un autre élément. Et pour ça, bah, si on prend la méthode Scrum, bah, c'est la rétrospective, la réunion de rétrospective qui va permettre de remonter tous les manques. Et le but, pour moi, c'est d'en choisir un et de se donner les moyens. Alors c'est aussi un moyen d'imposer à sa direction du temps, de l'argent, des formations, parce que pour pouvoir imposer cette exigence de qualité. On vous demande de livrer souvent des produits de qualité, des produits documentés. Eh bien pour ça, vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de formation, vous avez besoin de méthodologie. Donc c'est un moyen de faire passer le message auprès de la direction et peut-être de faire un peu une épreuve de force pour pouvoir faire passer les choses. Alors, une chose aussi, parce que souvent on parle de Scrum, voilà, on a un PO, on a une équipe Scrum, ok, mais on peut avoir des équipes Scrum multiples, une, deux, trois, quatre équipes. Et ces équipes peuvent travailler sur un produit qui est commun. Alors chaque équipe s'auto-organise, ça c'est ce que dit la méthode Scrum. Mais si on a un produit commun, il faut au moins que le DoD soit commun, puisque on ne peut pas avoir des niveaux d'exigence, des niveaux de finalisation différentes sur un même produit. Donc autant sur l'auto-organisation, chaque équipe Scrum a son auto-organisation, a sa célérité, a plein de choses, mais le DoD doit être commun à toutes les équipes Scrum, au moins par produit. Je ne dis pas au sein de l'entreprise, mais au moins sur un produit donné, on ne peut pas avoir plusieurs DoD différents. Alors, n'hésitez pas à intervenir, poser des commentaires, des remarques sur la vidéo. Je suis preneur de tous vos retours d'expérience. En particulier sur la documentation métier, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu le temps de travailler et j'aimerais vraiment mettre ça en place assez rapidement. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des thèmes à proposer, donc sur Twitter, mes DM sont ouverts. Alors, comme d'habitude, tout est téléchargeable, les slides, les codes sources, toutes les ressources sur le Drive, hein, et les vidéos sont retrouvables sur YouTube.